La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous commençons cette deuxième journée avec la ville de Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Alors, temple du libéralisme, pôle financier et commercial d'envergure mondiale, il est a priori facile de faire des affaires à Hong Kong malgré une concurrence qui peut s'avérer rude. Pour en parler avec nous sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Breteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur d'Asia Inspection, c'est bien ça ? Oui. Et monsieur Éric Jean-Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et senior partner du cabinet TMA. Exactement. Et nous avons la chance également d'avoir le consul général de France de Hong Kong avec nous via Skype. Bonjour monsieur Arnaud Barthélémy, vous nous entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Bonjour à vous et à vos invités. Monsieur Arnaud Barthélémy, j'aurais souhaité vous poser tout d'abord une première question concernant justement l'économie aujourd'hui, la situation économique aujourd'hui à Hong Kong. La croissance du PIB était de l'ordre de 1% en 2012. À votre avis, quelle perspective pour 2013 ? Alors, la croissance économique hongkongaise, en fait, est très liée à la croissance économique chinoise. Et comme vous l'avez peut-être vu, l'économie chinoise est en train de repartir. Et donc, on estime que la croissance hongkongaise en 2012 sera autour de 2%. Et les dernières prévisions que j'ai vues, qui venaient du FMI pour Hong Kong, s'élevaient à 3,5% pour 2013. Ça veut dire concrètement qu'après avoir ralenti, la croissance économique hongkongaise va repartir assez fort l'an prochain. Et je pense qu'elle va retrouver un rythme moyen qui est le sien depuis 10 ans, qui est de 4,5%. Mais au-delà de la croissance, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Vous soulignez le fait que Hong Kong est un centre financier important. Vous soulignez le dynamisme économique hongkongais. Et c'est vrai. Hong Kong, en fait, a une importance économique qui va bien au-delà de sa taille et une importance économique qui est grande aussi pour la France, pour notre pays. Et la présence économique française à Hong Kong est massive. Je pourrais vous donner des détails si vous le souhaitez, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur Barthélémy. Donc, de retour sur le plateau, monsieur Breteau, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi finalement d'implanter votre société Asia Inspection à Hong Kong ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, pourquoi j'ai choisi, moi, quand j'ai terminé mes études en France, c'était l'époque où le maître mot dans les journaux, c'était morosité, qu'on voyait à peu près toutes les colonnes, tous les chapitres. Et donc, je suis parti en Asie un peu pour chercher une zone de croissance. Et pourquoi Hong Kong ? Parce qu'en fait, je me suis senti bien accueilli et qu'effectivement, comme vous le soulignez, c'est très facile de démarrer du business à Hong Kong. On peut créer une société en 24 heures, sans vrai capital. Alors vous avez commencé avec Asia Inspection. Je crois qu'au début, vous avez cherché à importer, c'est ça, des Tamagotchi ? J'ai commencé au début, comme beaucoup de Hongkongais, par faire du trading. Oui. Donc acheter des produits en Chine et les revendre en Asie. J'étais le premier à importer les Tamagotchi en France. Alors, ça a été une petite mode, mais ça m'a permis de constituer un petit capital pour ensuite développer d'autres activités. Et aujourd'hui, Asia Inspection est une société de contrôle qualité, de certification de produits et d'audit d'usines en Asie. Et maintenant, on s'étend aussi également en Afrique, pour donc certifier des produits fabriqués du type, manufacturés du type jouets, textiles, électroniques, alimentaires, qui sont donc fabriqués et qui vont être exportés dans le monde entier. Et donc, on vend de la confiance. On a un tiers de confiance à des gens qui font des affaires à distance. D'accord, très bien, merci. Vous, monsieur Thomas, vous aidez les entreprises françaises à s'implanter à Hong Kong, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours plus d'entreprises françaises intéressées par ce marché ? Oui, tout à fait. Il n'y a absolument aucun ralentissement. La Chine est un pôle d'attraction très important. Et puis, on le voit aussi d'ailleurs au niveau de la communauté française qui est passée de quelques milliers de personnes quand je suis arrivé il y a 17 ans. Oui. Vous avez fondé le cabinet, c'est ça, il y a 17 ans ? Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, il doit y avoir une quinzaine de milliers de Français, donc c'est une communauté très dynamique. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, beaucoup d'entreprises françaises, dans la mesure où Hong Kong est véritablement la plateforme d'entrée sur la Chine. Oui, bien sûr. On va écouter tout de suite Paul Clair-Renaud, qui est lui conseiller du commerce extérieur pour la section Hong Kong. Il nous parle des différents secteurs porteurs à Hong Kong. On l'écoute. Un nombre important d'entreprises multinationales ont choisi Hong Kong comme centre stratégique, régional ou même global, comme Schneider. Le secteur du négoce et de la logistique est donc très important et représente à peu près 26% du PIB de Hong Kong, ainsi que le secteur des services aux entreprises,
le juridique, l'audit, le contrôle qualité, etc. Un autre secteur important est le secteur financier qui représente 17% du PIB. Le secteur du tourisme est très important avec 40 millions de visiteurs, dont 60% de Chinois, ce qui dope le secteur de l'hôtellerie bien sûr, mais également des produits de luxe. Ensuite, on peut signaler le secteur des travaux publics et de la construction qui est très dynamique grâce aux travaux d'infrastructures très importants. Et enfin, le secteur du développement durable et des nouvelles technologies de l'information fait l'objet de toutes les attentions de la part du gouvernement de Hong Kong qui essaie d'attirer les sociétés innovantes sur le Science Park ou le Cyberport. Donc de nombreux secteurs porteurs, comme on a pu le voir avec Paul Clair-Renaud. Monsieur le Consul général de France, vous souhaitez nous dire un mot justement concernant ces secteurs porteurs ? Oui, absolument. Et pour aller dans le sens de ce que viennent de dire vos invités, Hong Kong présente beaucoup d'avantages pour des entreprises françaises. La sécurité juridique et la facilité de l'environnement des affaires, c'est ce que vient d'expliquer Sébastien Breteau. La proximité du marché chinois. Donc Hong Kong est une porte d'entrée vers. Quand vous êtes à Hong Kong, vous êtes déjà en Chine. Et ce que je veux vous dire, c'est vraiment vous donner quelques chiffres pour vous montrer l'importance de tout ça pour la France. 2 indicateurs, en fait. On a à Hong Kong 800 entreprises françaises. Elles emploient 30 000 personnes. Elles génèrent un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Et le deuxième indicateur qui, je crois, est très parlant, ce sont tout simplement nos exportations. Elles augmentent année après année. Elles ont augmenté l'an dernier de 30%. Elles vont atteindre en 2012 plus de 5 milliards d'euros. Et tout ça va faire de Hong Kong le deuxième excédent commercial bilatéral pour la France au monde. Et donc c'est vraiment un territoire, en raison de ses caractéristiques, de la sécurité juridique et de la proximité de la Chine, un territoire qui apporte beaucoup à l'économie française, grâce notamment à la mobilisation des entrepreneurs français, et notamment de ceux qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général. Monsieur Breteau, justement, concernant vos affaires, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien, malgré ce petit ralentissement quand même qu'on a pu constater en 2012 ? Oui, ça fait. Nous, l'activité de l'Asie Inspection, on est en hausse de 23% de 2012 par rapport à 2011, et on est en hausse de 25% de 2011 sur 2010. Donc oui, on a regardé les chiffres et les statistiques des inspections en Chine, et en fait, on a vu dès septembre qu'on lisait dans les journaux que ça tombait, mais en fait, c'était pas vraiment le cas. Ce qui se passe, c'est que la Chine elle-même, en son sein, vit des problématiques de délocalisation qui sont très célèbres en France. C'est-à-dire que les régions du sud de la Chine, par exemple, sont maintenant chères et donc bougent vers l'ouest et vers le nord de la Chine. Et il y a des phénomènes de transition de ce type-là qui font qu'il y a des petits accros. Mais la Chine reste aujourd'hui, de toute façon, l'acteur majeur, 70% de la manufacture dans le monde entier. Alors, on parlait tout à l'heure justement de la création de sociétés. A priori, c'est assez facile pour s'implanter. Monsieur Thomas, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises françaises ? Quelle sorte de société faut-il mieux créer ou construire ? Bon, il y a beaucoup de types de sociétés à Hong Kong, mais en réalité, il y a une seule qui est utilisée, qui est celle de la Limited Company, c'est-à-dire c'est la plus simple. C'est la plus simple, c'est la plus courante. Et les autres sont des sociétés très spécifiques qui sont utilisées dans la finance, pour les professions réglementées, comme les avocats par exemple. Mais autrement, le business se fait au travers d'une Limited Company, dont effectivement la constitution est très simple. Oui. Ce sont des sociétés qui n'ont pas besoin d'indiquer leur budget social, c'est-à-dire qu'on peut vendre des boulons ou des cailloux, des jouets ou n'importe quoi. Donc, il y a une très grande flexibilité. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir tout de même ? Non, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de capital social minimum. Donc, finalement, c'est très simple, mais il faut un peu se méfier de cette apparente simplicité parce que, d'abord, je pense qu'il est important pour un chef d'entreprise qui vient sur Hong Kong, sur la Chine, de bien préparer. Et je crois que souvent, il y a une espèce de mirage aux alouettes. Alors, sait que c'est comment facile. bien préparer, justement ? En amont, il faut bien préparer son projet, il faut le travailler, il faut avoir un bon business plan, il faut savoir comment on va avoir on va avoir un fonds de roulement qui va fonctionner. Et puis, c'est aussi, paradoxalement, un endroit qui est relativement réglementé,
au niveau bancaire, par exemple. C'est pas si facile que ça d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong. Il faut montrer patte blanche, il y a beaucoup de contrôles. Donc, en fait, il y a une apparente facilité, mais qui cache des fois une complexité et puis une redoutable compétition. Hein. C'est Hong Kong. Oui, la concurrence s'avère très, très rude. Hein. Exactement. Ouais. Au niveau de la fiscalité, est-ce qu'il y a des avantages à s'implanter à Hong Kong? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quand même simple, c'est très efficace. Alors, il faut faire attention, il faut être sérieux, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple qu'ailleurs. Et c'est plus simple qu'en Chine continentale. En revanche, ce qui, je pense que vous le soulignez, c'est qu'il y a une vraie concurrence. Ouais. Vous n'avez pas de filet de sécurité. Mais vous payez pas de charges sociales, vous payez des impôts que si vous faites du profit. C'est relativement simple et efficace, mais c'est concurrent. Donc c'est le free market. Mais la réalité, c'est que les Français, visiblement, quand on regarde les chiffres de Arnaud Barthélémy, notre consul, ça s'adapte plutôt pas mal. Alors pour la fiscalité, oui, il existe en fait, bon déjà le corporate tax, enfin le taux d'impôt sur les sociétés, il est de 16%. Mais la réalité, en fait, c'est que vous pouvez... C'est 16,5, oui, mais la réalité, en fait, en pratique, il est plutôt de 8 ou 9, parce que vous pouvez déduire beaucoup de choses légalement. Et surtout, il y a un statut fabuleux qui le pose en rival de Dubaï. Et d'ailleurs, Singapour est en train de s'aligner dessus. C'est le statut de offshore profit, c'est-à-dire que si vous vendez une prestation à un client qui n'est pas à Hong Kong et que la prestation que vous vendez en service n'est pas à Hong Kong, donc je vous donne un exemple, moi si j'ai un client au Pérou qui nous achète une inspection au Vietnam, en fait, on ne paie pas d'impôt sur ce profit, sur le profit de cette activité-là. Ça permet à Hong Kong de conserver son statut de centre financier, de holding, et donc de garder la tête des business et les sièges sociaux, mais ils ne vont pas les taxer des flux qui, de toute façon, par nature et de facto, leur échapperaient. Et ça crée un environnement propice où on se sent relativement protégé aussi par le cadre de la loi, parce qu'on peut, et le succès du cabinet Thomas des Pauvres, on peut établir un cadre légal safe dans ce pays-là. Voilà. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Il y a quand même des conditions pour bénéficier d'un statut offshore. C'est-à-dire qu'il faut que la société soit quand même finalement une société virtuelle. C'est-à-dire qu'une société qui naturellement va dégager du profit sur Hong Kong à partir d'opérations qui sont réalisées sur Hong Kong, qui a un siège social constitué de bureaux et qui a des employés, n'aura pas la possibilité d'obtenir le statut offshore. Donc le statut offshore, c'est quand même pour les sociétés qui opèrent à partir de Hong Kong. Ouais. Mais qui n'ont pas de réelle activité. Il ne faut pas avoir d'activité sur Hong Kong. Si vous avez une activité qui vous procure un revenu à partir de Hong Kong, vous ne pourrez pas... Là, ça ne fonctionne pas. D'accord. C'est un petit peu plus... Parce qu'en pratique, on a une cinquantaine de personnes à Hong Kong sur les 700, donc on a quand même une activité substantielle. En pratique, ça marche. Après, il faut regarder quelle est la part de profit générée à Hong Kong. Mais en tout cas, sur le profit que vous faites, disons que pour le global trade, si vous faites du business à l'international, là, ça peut être Hong Kong ne va pas imposer ce flux-là. S'il y a une activité à Hong Kong, ils vont l'imposer, mais ça sera de toute façon à 16,5. D'accord, très bien. Alors, il y a une activité à Hong Kong qui fonctionne plutôt bien, c'est le secteur du vin. On va justement écouter Grégory Joanneau-Baronnet, directeur de la société Omus de Bordeaux. Les Hongkongais sont les premiers consommateurs de vin par habitant d'Asie. Hong Kong est aussi la deuxième place d'exportation pour les vins français. En effet, Hong Kong est un bassin de 45 millions de consommateurs potentiels, car il s'agit de 7 millions de Hongkongais, mais aussi de plus de 40 millions de touristes, qui pour 95% viennent de Chine continentale pour faire le shopping. Et les vins est l'un de leurs premiers achats. Très bien, donc de retour sur ce plateau des 24 heures chrono de l'International pour parler du vin à Hong Kong. Olivier Thienot, bonjour, vous nous avez rejoint. Donc vous avez créé, vous, une société du vin à Hong Kong, c'est bien ça? Une école du vin même, Exactement. Plus précisément. Alors, on a une école du vin en France, à Paris, qui s'appelle l'École du vin France, et devant une grosse demande d'Asiatiques qui veulent apprendre le vin, on a décidé d'ouvrir une école du vin à Hong Kong. Alors pourquoi? Comment est-ce que vous percevez ce marché? C'est un marché qui est en plein essor? Ça a commencé déjà depuis un petit moment ou c'est quelque chose d'assez récent? Alors, les Chinois en général, et Hong Kong en particulier, sont des gastronomes, des personnes qui aiment les bonnes choses, les choses qui soient complexes. Donc le vin les intéresse. Depuis 2008 et l'abolissement des droits d'assises sur le vin, même si ça a commencé avant, on voit et on a vu une explosion
la vente de vin via Hong Kong ou pour une expédition en Chine, mais aussi une augmentation de la consommation locale, et pas une consommation juste bête et méchante, mais une consommation avec une envie de connaître, et donc une envie d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce que vous enseignez dans votre école ? Alors, on a des modules de connaissances du vin, d'abord de la dégustation, des accords mets et vins, du b.a.-ba, température, conservation, enfin tout ce qu'il faut savoir pour être un onophile. Et puis aussi une autre partie qui correspond à la connaissance des vins plutôt complexes, donc plutôt des vins français. Sur toutes les régions. Et là, on est les seuls. Mais comment est-ce qu'il est, le consommateur hongkongais ? Est-ce que vous avez l'impression vraiment qu'il arrive, lui, à comprendre un peu, ou en tous les cas, à apprécier les différentes qualités de vin ? Il a cette envie. Comment il se distingue, par exemple, par rapport aux Chinois de Chine continentale ? On pourrait presque élever le débat et se dire quelle est la différence avec même un consommateur français. Oui. Je vois peut-être moins de culture du vin, puisqu'en France, on est dans une région productrice, mais une envie d'éducation, une envie de connaître, une envie de connaître ses codes. Ils comprennent que c'est un univers codifié et que faire partie, je dirais, d'une certaine élite, c'est connaître ces codes. Donc, ils ont très envie... De comprendre une étiquette. En fait, c'est devenu, le vin comme un secteur du luxe un peu, non ? C'est élevé à ce niveau-là ? C'est un secteur, c'est un secteur qui fait partie du luxe. Notamment, il ne faut pas oublier que Hong Kong est aussi une place forte pour les ventes aux enchères, la deuxième après New York, même s'il y a un petit tassement depuis quelques temps, mais ça reste une place où on vend des très grands vins. Donc ça fait partie du luxe, ça fait partie d'un imaginaire dont la France est un gros acteur principal. Justement, Maître Thomas, excusez-moi, c'est bien ça. Est-ce que vous avez, vous, de plus en plus d'entreprises françaises dans le secteur du vin qui cherchent à s'implanter à Hong Kong ? Oui, bien sûr. Il y a l'air quand même d'y en avoir pas mal déjà d'implantés. Vous voyez, on disait que la concurrence est rude à Hong Kong. C'est encore un secteur qui est effectivement très concurrentiel. Et depuis environ 4 ans que les droits et taxes ont été supprimés sur l'importation du vin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus tenter leur chance à Hong Kong. Et là encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être prêt, bien étudier son marché. Et alors, en fait, quand on est sur Hong Kong... Vu que vous résidez depuis longtemps à Hong Kong, vous avez vu l'évolution justement du consommateur hongkongais, de ce qu'il recherchait aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, il y a 10-15 ans, et plus encore, le vin, c'était soit pour les expats, soit pour une frange de la population. Vous savez, on a tous cette image des Chinois, des Hongkongais qui font des banquets et qui boivent du cognac à table. Et les gens laissaient leur bouteille de XO marquée à leur nom dans les restaurants. Ça a quasiment disparu. Maintenant, les gens vont boire du vin, et le vin est une marque de statut. Et il y a de plus en plus de magasins, justement, de stores liés au vin. Il y en a énormément, et je rejoins ce que disait Maître sur la concurrence et les Français qui s'implantent pour venir justement faire de la distribution de vin. Il y a des marchés, il y a des niches, mais il faut que ce soit très bien préparé, il faut être bien conseillé, et on ne débarque pas comme ça avec... c'est pas l'Eldorado, c'est un marché à fort potentiel, mais pas un Eldorado. D'accord, très bien. On va écouter Grégory Setz, directeur de AGS for Wines à Hong Kong, nous parler justement de Hong Kong comme véritable plateforme pour le marché du vin. Bonjour Paris. Le vin est-il un secteur porteur à Hong Kong ? Hong Kong ne produit pas de vin, c'est un pays uniquement de consommateurs. Avec ses 7 millions d'habitants, c'est un marché de taille réduite, mais néanmoins en pleine expansion. Hong Kong, c'est surtout une plateforme de réexportation, notamment vers la Chine continentale, où les volumes y sont infiniment supérieurs. Les vins français en ont d'ailleurs la part de marché la plus grande, 40 à 45%. Hong Kong a supprimé toutes les taxes sur le vin en 2008 pour se positionner comme une plaque tournante du négoce de vin en Asie. Auparavant, Singapour en était le centre névralgique. Aujourd'hui, les deux territoires se partagent le marché asiatique. Mais Hong Kong est devenu la porte d'entrée vers la Chine, qui est le plus gros marché potentiel de la région, avec des volumes en croissance de 60% par an jusqu'en 2014.
Donc Hong Kong, finalement, arrive au niveau de Singapour. C'est ce que nous disait Grégory Setz. Il l'a dépassé. Il l'a même dépassé Oui. aujourd'hui. Oui, il a dépassé. On est, en gros, en import, on frise les 1 milliard de dollars. Donc un peu moins de 800 et quelques millions d'euros. Oui, quand même. Quels sont les vins qui fonctionnent aujourd'hui? Est-ce que ce sont les vins haut de gamme? Dans quel secteur vous conseilleriez à une entreprise française de s'implanter? Plus le haut de gamme, le moyen de gamme ou vraiment le bas de gamme? Le haut de gamme, et comme disait Maître, il y a déjà beaucoup de monde. Il faut oublier en plus que Hong Kong a été longtemps anglais, et donc il y a une grosse distribution anglaise avec des stocks. Et donc je pense que le haut de gamme, il faut... C'est un peu bouché. Il y a la compétition. Il y a la compétition. Le bas de gamme, ça va être compliqué. Il y a toujours, notamment lors du Hong Kong Wine Fair, qui est le grand salon du vin à Hong Kong. Qui se passe à quel moment? Au mois de novembre. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Et on voit par exemple arriver des personnes de la Chine pour les achats de vin. Et effectivement, il y a toujours la Chine continentale. Je dis, il y a toujours cette envie de trouver le Bordeaux à 1,50 € qui va servir à faire des cadeaux à des personnes à Shenzhen ou à Guangzhou. Bon, il y a toujours ce marché traditionnel, mais là aussi, beaucoup de concurrence. En revanche, il faut d'autres pistes. Donc on voit, par Alors où est-ce exemple, que c'est intéressant? Alors il y a à Hong Kong une mode des vins nature, des vins bio. Il ne faut pas oublier l'importance des symboles. Donc la biodynamie aussi a un petit peu percé. Biodynamie, je ne vais pas en parler, mais c'est une culture, un mode de culture de la vigne avec des symboles forts. Ça marche, les vins nature. Et puis les autres régions qui ont des gros potentiels. Le sud, évidemment, Languedoc, Roussillon. Et puis le fantasme extrême, la Bourgogne, le dernier territoire à explorer. Et là, bon... C'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui, les Hongkongais? Bien sûr. Ils souhaiteraient du vin de Bourgogne. Oui, parce que c'est petit, c'est une recherche. C'est sophistiqué. Ben oui. Ouais. C'est la recherche du Exactement. vin, de l'exclusivité, du statut. Donc, il est très possible de se procurer du Bourgogne. À Hong Kong, il y a aussi un problème d'éducation peut-être aussi. C'est absolument. De formation, d'où l'intérêt. Oui, bien sûr. Oui, et puis une étiquette de Bourgogne, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et en même temps, on a envie justement que ce soit compliqué, parce que quand on a compris, on fait partie d'un certain club. Donc la Bourgogne, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve après une courte page de publicité. À tout de suite. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct des studios de TV5 Monde, pour parler de la ville de Hong Kong. Et donc tout de suite, monsieur le consul général de France, j'imagine que vous êtes toujours avec nous. Je suis toujours avec vous. Combien de Français aujourd'hui ont élu domicile à Hong Kong? Quelle est l'évolution de cette population, s'il vous plaît? Alors, il y a 16 000 Français à Hong Kong, ce qui est important. Après les Britanniques, c'est de loin la première communauté européenne. Et ce qui est frappant, c'est la croissance de cette communauté. On est sur des rythmes de croissance de 10% par an depuis plusieurs années déjà. Donc il y a vraiment de plus en plus de Français à Hong Kong. On entend parler français à Hong Kong. Et c'est une communauté donc, qui est importante, qui est en croissance, qui est dynamique. Quel est le profil, monsieur le consul général, de ces Français? Est-ce que ce sont surtout des investisseurs? Est-ce que les familles suivent?
Alors, c'est une population qui est jeune. On a un tiers de mineurs, mais c'est une population dont la composition sociologique évolue. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait essentiellement à Hong Kong des expatriés qui travaillaient pour des grands groupes français dans la finance, dans le luxe, dans les services collectifs, où les entreprises françaises sont très présentes. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes diplômés ou de jeunes entrepreneurs qui viennent saisir leur chance, si j'ose dire, qui viennent profiter de cette Eldorado, notamment dans le domaine de la restauration que vous évoquiez. Et donc, on a vraiment beaucoup de jeunes Français qui viennent ici parce que l'expatriation est assez facile à Hong Kong, on y parle anglais. Et un point que je voudrais souligner aussi, c'est l'existence d'un lycée français, un lycée très grand, très important. D'un lycée français ? Oui. Voilà, et qui est de très grande qualité. Et c'est un atout immense pour nos entreprises et pour la communauté française de Hong Kong, bien sûr. D'accord, très bien. Merci, Monsieur le Consul Général. Sébastien Breteau, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Brièvement, vous êtes... Juste, je voulais une anecdote, mais rajouter sur ce que disait Monsieur Barthélémy. Oui. Il y a eu un article sur le Herald Tribune il y a à peu près 6 mois, en home-page, en première page, oui. En une. Et en fait, il parlait de la communauté française, donc c'était 15 000 à l'époque, 15 000, 16 000. Et il disait que c'était une communauté donc, qui avait pris une place très spéciale au sein de la communauté des Hongkongais, parce qu'il y avait beaucoup donc, de jeunes qui venaient, qui montaient beaucoup de restaurants, de bars, boîtes de nuit, galeries d'art. Oui, bref, c'est ce que disait disons que la communauté des Français était très très fortement au tissu social, au lien social de la communauté, au fait de vivre ensemble. Et c'est sur un peu un modèle de ce qu'on a pu voir d'ailleurs à New York ou à Londres. Mais si on veut qualifier un peu la communauté française expatriée par rapport aux autres communautés, je trouve que c'est un angle aussi intéressant, en dehors bien sûr des financiers, des entrepreneurs qui ont toujours... Oui, il n'y a pas que des financiers, voilà. D'accord, très bien. Tout de suite, on va écouter Delphine Martin, consultante senior en immigration au cabinet Karl Waïd, qui nous fait un topo sur les différents visas qu'on peut demander donc pour partir habiter à Hong Kong. On l'écoute. Hong Kong se distingue de la Chine continentale par une ouverture un peu plus importante et moins de difficultés pour s'y rendre, en tout cas sous un statut business. Les ressortissants français ne sont pas soumis à visa pour des courts séjours de moins de 3 mois. Pour ce qui est du travail, on distingue 4 visas pour travailler à Hong Kong. Le visa de travail en tant qu'employé, qui est de plus en plus difficile à obtenir, eu égard au fait que beaucoup de personnes sont déjà installées à Hong Kong, une grosse densité de population et un problème à gérer à ce niveau-là. Par conséquent, les demandes sont particulièrement examinées avec attention. Le visa de travail est en général octroyé pour 1 an et au moment du renouvellement pourra être d'une durée supérieure de 2 ans. Après 7 ans, la personne pourra faire une demande de visa de résident. Les conjoints de ces 3 catégories, conjoints de travailleurs sous statut salarié, chefs d'entreprise ou gros investisseurs, ont également la possibilité de travailler à Hong Kong. Il faut juste démontrer du lien les rattachant à ces personnes-là. De nombreuses possibilités donc de visa. Monsieur Breteau, Maître Thomas, donc vous, ça fait une dizaine d'années, c'est ça que vous êtes présent à Hong Kong. J'imagine que vous avez déjà eu le visa, vous avez le visa résident permanent, non ? Oui. Moi, je suis arrivé en 1996. Oui. À Hong Kong, on a le visa. En fait, vous n'avez pas eu le visa directement, j'imagine. Non, moi j'ai eu un visa d'abord j'étais VIE à l'origine, donc un visa de l'armée française, genre équivalent stagiaire. Et ensuite j'ai eu un visa entrepreneur, donc j'ai eu un business plan, j'ai été demandé à l'immigration, j'ai investi une certaine somme. Et en fait, si le dossier est sérieux et qu'on a des qualités ou des talents ou un savoir-faire qui n'est pas facile de trouver dans la communauté, genre parler français évidemment, mais ça peut être aussi une connaissance d'une technologie, une connaissance d'un marché particulier, et que vous êtes sérieux, il n'y a pas de grande difficulté à l'avoir. Disons que c'est pas aléatoire. Il y a quand même des conditions particulières. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers un resserrement de ces conditions tout de même ? Oui, disons que, par exemple, moi quand j'arrivais à Hong Kong, à faire 17 ans, j'ai eu un visa d'investisseur. Aujourd'hui, c'est très difficile de l'avoir. C'est pas impossible si on a un bon projet, mais disons qu'on va plutôt recommander aux gens qui veulent venir à Hong Kong d'être salariés, quitte à monter leur entreprise et se faire salarier par leur entreprise. Ils auront, si le dossier est bien monté, il faut monter un dossier,
c'est vrai que normalement, ils auront leur visa. Voilà. Mais c'est un visa qui va être renouvelé. C'est pas le visa de résident permanent, naturellement. Oui, bien sûr. On a un visa qui est valable pour 2 ans en général. Oui. Et au bout de 7 ans de présence à Hong Kong, on peut demander d'avoir un visa de résident permanent. Par contre, l'avantage quand même, c'est qu'on peut faire cette demande à Hong Kong. On n'est pas obligé, comme dans certains pays, de revenir en France, Absolument. de refaire la demande et de repartir. Parce que ça, des fois, c'est un peu complexe. Une fois qu'on a reçu son visa, on doit rentrer sur le territoire de Hong Kong en venant donc de l'extérieur. Oui, mais on peut aller à la limite aller en Chine on et peut revenir. On n'est pas obligé de. Les gens vont venir, ils n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils n'ont pas leur visa, quand même. Et puis, s'ils sont présents, ce qui, en principe, n'est pas admis. Donc, ce qu'ils vont faire à la pratique, ils vont faire un petit tour à Macao, il y a 1 heure de bateau, ils reviennent. Mais on n'a pas le droit de travailler si on n'a pas son visa, quand même. C'est un pays de droit. Hein, je veux dire, oui, bien sûr. Voilà, c'est quand même un pays extrêmement... Il faut respecter les règles tout de même. Tout à fait. D'accord. Un autre élément qu'il est intéressant de connaître, donc avant de partir tout de même, c'est le coût de la vie à Hong Kong et surtout le coût du logement. On écoute Hélène Barjou d'Executive Relocation. Pour les loyers, c'est la 5e ville du monde, la plus chère. Les surfaces sont toutes petites. On peut trouver, par exemple, 3 pièces dans 40 mètres carrés. Donc les chambres sont très exiguës. Un studio peut coûter 2 300 € et un 4-5 pièces coûter jusqu'à 7-8 000 €. Un 3-4 pièces pour 140 mètres carrés. Donc c'est très cher. Donc un coût du logement qui est quand même relativement cher. Où est-ce que vous résidez, vous ? Dans quel quartier ? Ça dépend en fait quand on commence, quand on est VIE. Moi j'étais sur Kowloon à Hungom où j'avais un appartement qui je crois qui coûtait en 97, coûtait 12 000 francs par mois, 45 mètres carrés, 3 pièces. Oui. Donc concrètement, quand vous êtes dans votre lit, dans la master bedroom, vous touchez les 2 murs avec vos 2 mains. Et après, si le business marche bien, tout ça, doucement, là, on traverse, on va sur l'île de Hong Kong. On commence en fait au niveau de l'eau, donc peut-être à Sheung-Wan ou à Wan Chai. Et après, on monte progressivement dans les mid-levels et on finit la consécration au pic, où là, on peut s'acquitter de loyers de 50 ou 70 000 $ par mois facilement. Et si on parle d'accès à la propriété, on parle de 100, 120, 130 millions d'euros la maison. D'accord. Donc là, mais ça peut quand même être un vrai handicap, non, même pour les entrepreneurs qui arrivent, les familles qui arrivent. Quand on impatrie, vous expatriez, mais quand on impatrie des cadres avec leurs familles qui sont habitués, par exemple, s'ils sont habitués à vivre, je ne sais pas, au Canada, où ils ont une maison de 400 mètres carrés, on leur explique que ça va coûter 100 000 $ par an et ils vont avoir 150 mètres carrés. En général, on considère que Hong Kong est l'une des rares villes au monde où lorsque une famille vient s'installer, elle aura des conditions de logement qui sont inférieures à ceux qu'elle avait auparavant. Oui. Voilà, parce que justement, l'espace est tellement cher. Il a été vendu au mois de décembre à Hong Kong un appartement de 600 et quelques mètres carrés pour un prix au mètre carré de 75 ou 77 000 €. Oui, donc le mètre carré. Ouais, c'est vraiment donc, alors, on est dans des extrêmes, mais même au niveau, je dirais, de l'appartement, comme disait l'intervenante précédente, d'un petit appartement, un studio, les prix sont très chers. Alors, c'est un gros handicap, en particulier pour les jeunes qui veulent venir. Ils sont souvent en colocation, et puis après, on a cette ascension sociale où on part des nouveaux territoires, on se rapproche, on va sur Wan Chai, Sheung-Wan, etc. En fonction de sa situation professionnelle, finalement, on est amené à évoluer. Juste, j'avais un petit point. Oui, pardon. Non, excusez-moi. Juste concernant les quartiers, je voulais savoir par rapport à l'école française, parce que souvent les familles d'expatriés, les familles expatriées souhaitent résider non loin du lycée français. Est-ce que ce quartier est cher aussi ? Oui, est-ce qu'il fait partie des quartiers c'est un quartier très résidentiel où il n'y a pas beaucoup de maisons. En fait, disons que le quartier que les expats aiment bien et qui est le plus près du lycée français, ça va être Happy Valley, où il y a énormément d'expatriés, pas seulement français d'ailleurs, beaucoup d'étrangers, et qui est le champ de course de Hong Kong. Par exemple, Mid-Level, d'où on peut aller assez facilement au lycée français. Mais il y a aussi des endroits qui sont de l'autre côté, donc de la mer, si je puis dire, sur Kowloon, où il y a des zones où des expatriés viennent. Alors c'est vrai qu'après, le matin, il faut se lever tôt et puis aller porter les enfants au lycée ou essayer d'attraper une navette quelque part. Au niveau des transports, c'est compliqué Hong Kong ? C'est très efficace. C'est très simple. Il y a des navettes, bien sûr, il y a le métro. Souvent, les parents aussi partagent des voitures ou partagent un chauffeur. Vaut mieux privilégier les transports en commun, plutôt ? Ah oui, ils sont propres, efficaces et sûrs. D'accord, très bien. Et pas chers. Merci beaucoup. Une particularité, une autre encore de taille à Hong Kong, le régime matrimonial. On écoute Sandrine Bionda de BNP Personal Investor.
À Hong Kong, comme d'autres pays dans lesquels nous sommes présents et avons beaucoup d'expatriés, on a tendance à prodiguer certains conseils à nos clients expatriés sur place sur le régime matrimonial. Parce qu'il faut avoir en tête que le régime matrimonial peut changer en fonction et au gré de l'évolution de nos expatriations. Le régime matrimonial applicable à Hong Kong n'est pas du tout le même que celui applicable en France. Donc là, on attire l'attention de nos expatriés qui auront à gérer des situations ou successorales ou de séparation, de se rapprocher de spécialistes fiscalistes internationaux en la matière pour établir un contrat de mariage. Donc Sandrine Bionda nous parle d'un régime matrimonial différent à Hong Kong de celui qu'on peut connaître en France. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits éléments d'explication ? Oui, en fait, il n'y a pas de régime matrimonial à proprement parler, contrairement à la France où on peut choisir différents types de régimes, de contrats. Communauté de biens ou séparation de biens, etc. Ouais. À Hong Kong, il y a un régime commun qui est un régime un petit peu qui ressemble à la communauté de biens. Donc ce qu'il faut savoir, si on se marie à Hong Kong sans faire attention et qu'on se fait appliquer le régime de droit commun, lorsqu'il y a dissolution du mariage par le divorce, c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises, notamment sur les biens qui ont été acquis en communauté. Donc, il faut faire très attention. Alors, est-ce qu'il est également possible... Concrètement, je vous trouve très gentil, mais concrètement, c'est la catastrophe. Et moi, je recommanderais à personne... de se marier à Hong Kong. Non, en fait, ça sert à rien. Il ne faut même pas se marier du tout. Non, de se marier à Hong Kong, ou même si on s'est marié en France, mais ça, qu'on vit depuis plus d'un an à Hong Kong, c'est le régime local. Ce qui se passe, c'est que c'est où la première demande est faite. Et donc, si votre femme, par exemple, veut vous quitter pour un amant plus riche, plus beau ou plus jeune, ou et si qu'elle dépose le lendemain, pour une jeune Hongkongaise plus jeune et plus jolie. et si elle fait le dépôt le lendemain matin, c'est où était demandé la première fois. Et là, le problème de la catastrophe, c'est que le régime, c'est la moitié. Point. Et on découvre comme ça, par exemple, il y a eu 3-4 mois, il y a un exemple à Kowloon, un gars que personne ne connaissait. Sa femme a demandé le divorce, il a dû payer la moitié, 980 millions de dollars. Donc 700 millions d'euros, paf, c'est très très cher. C'est aligné sur le régime anglais, mais sans les prenup et sans la négociation, c'est la moitié, point. Bon, moi je mettrai un bémol. En fait, moi j'ai des exemples vécus d'amis à qui c'est arrivé. Des gens qui n'ont peut-être pas été très prudents, qui ne sont pas allés voir le bon avocat. Non, mais juste une question. Si par exemple on se marie sous le régime de la séparation des biens en France et qu'ensuite on part habiter à Hong Kong, est-ce que le régime commun de Hong Kong va tout de même s'appliquer au bout de quelques années? C'est ça le souci, on est au cœur d'un des régimes du droit, des domaines du droit les plus complexes, qui est le droit international privé, et en particulier le droit international privé du divorce ou du régime matrimonial, voire des successions. Donc c'est très compliqué, je ne pense pas qu'on va rentrer dans les détails mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement, et moi j'invite les gens qui veulent se marier localement à le faire au consulat, éventuellement de signer un contrat en France, un contrat de mariage, parce que si jamais la compétence pour prononcer le divorce est reconnue aux tribunaux de Hong Kong, quand même, ils prendront en considération ce qui a été signé et on risque, j'ai eu plusieurs cas où les choses ne se sont pas si mal passées. Mais là où ça se passe mal, c'est si on ne prend aucune précaution. Oui, voilà. On se marie sur le régime local et on va divorcer sur le régime local. Là, c'est vrai que ça coûte très cher. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci à tous nos intervenants pour cette émission et vos avis avisés. Merci également au Consul général de France, Arnaud Barthélémy, d'avoir été présent avec nous. Tout de suite, partez à Lisbonne en compagnie d'Anaïs Digonnet. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde.